et merci. J'espère que vous serez aussi enthousiastes à la fin de la présentation. Je vais effectivement commencer à me présenter. Je m'appelle Fabien Yecker, je suis psychologue. Je vais tout bientôt être diplômé en thérapie collective et comportementale également. L'idée, c'est que j'ai fait jusqu'à maintenant 7 ans de pratique clinique chez des psychiatres en délégué ou dans une clinique privée en Suisse romande, la seule qui existe, la clinique La Métairie. Et il y a 2 ans, j'ai été débauché par les CFF. Il se trouve en fait qu'à La Métairie, j'étais responsable de ce qu'on appelait le programme Anxiété et Burnout, où on avait pour toute la Suisse romande un programme qui prenait en charge les cadres qui avaient ce qu'on appelle un burnout. C'est là où les CFF sont venus me voir, et c'est là où je me suis fait engager dans cette unité qui, il y a jusqu'au 1er avril, s'appelait HRPE-DIA, et qui à partir du 1er avril a changé de nom. Désormais, c'est HR pour Human Resources, Bild pour Bildung, Cent, je ne sais pas. On me dit c'est le nouveau nom, d'accord, et DIA c'est pour diagnostic. C'est ça qui est intéressant en fait. On est l'équipe des psychologues au CFF. Et cette fois-ci, je suis passé de l'autre côté, ce n'est plus un travail clinique que je fais, mais un travail en entreprise. Mon rôle à diagnostic pour les CFF, ce sont les expertises des employés CFF pour toute la région romande. C'est-à-dire que je suis d'une partie chargé de forme médicale, mais de l'autre, et c'est ça qui nous intéresse aussi, à expertiser tous ceux qui ont des fonctions de sécurité dans le cadre des CFF. Ceux qui conduisent vos trains, ceux qui aiguillent vos trains depuis les centrales des CFF, ceux qui travaillent sur les lignes de contact pour voir est-ce qu'ils sont suffisamment sains d'esprit pour reculer ce travail-là, ou d'un autre côté, quand ils ont trop d'erreurs, je dois faire une expertise pour voir s'ils sont toujours aptes, selon les critères psychologiques, à effectuer un travail qui leur confie la responsabilité jusqu'à 1500 personnes. Je ne dis pas ça pour frimer en fait, c'est vraiment dans le sens que le problème justement de la santé au travail nous concerne directement parce que ce qui fait que je dois voir des collègues en expertise, c'est qu'au niveau de la santé au travail ça ne va plus, tout simplement. Et ben, c'est ce qui fait pourquoi on m'a demandé de venir de vous parler de la santé psychique au travail. C'était assez difficile à préparer comme présentation parce qu'en général, je donne des conférences à un public cible et là, c'est du tout venant. Pour mieux, j'ai plein d'exemples pour illustrer mes propos. L'idée ici, c'est parmi vous, qui sont les étudiants? Si vous voulez bien lever la main. Est-ce que tous ceux qui sont psychologiques, ce sont lesquels? Un petit peu, d'accord. Qui est déjà travaille, tout simplement en emploi. Est-ce que parmi vous, certains ont des fonctions de responsabilité de conduite, c'est-à-dire avec du personnel? Ok, ça permettra d'ajuster un peu pour vous parler de la santé au travail, j'aurais voulu vous mettre une autre image. Ça, c'est une image que j'avais présentée dans une conférence sur le burn-out à Visana. Parce que la santé au travail, c'est pas que ça. Le problème, c'est qu'on trouve que ça. Si vous tapez santé au travail Google, avant de trouver une image qui montre clairement que le travail, ça peut être sympathique, vous allez en faire des pages, j'en ai fait 5, j'ai arrêté. C'est ce qui s'illustre en fait dans le planning de ma présentation. On va d'abord parler de finalement le travail, qu'est-ce que ça amène? Parce que oui, le travail, ça amène des choses positives pour votre psyché, votre santé, ainsi de suite. On va voir qu'il y a un truc par contre qui va poser problème, c'est que le travail génère du stress. Du coup, je vais vous parler un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par stress, et on va aborder le thème qui de temps en temps survient comme ça dans la presse par de gros articles, le burn-out, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de définitions qui circulent, il y a beaucoup de mésinformations aussi. Le burn-out, c'est ça le problème, c'est que c'est aussi un business pour les psychologues. On peut se faire énormément d'argent avec le burn-out et du coup on dit beaucoup de choses pour que ce soit sexy, intéressant. Ça c'est toujours en même. Et ensuite, surtout les outils de prévention. C'est-à-dire qu'il y a un message que je vais vous transmettre dans cette présentation, c'est quoi la santé au travail, qu'est-ce qui est positif là-dedans, qu'est-ce qui est négatif, et surtout si par malchance vous tombez dans les aspects négatifs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Ça c'est l'idée. Avec ça, vous allez voir, je dépasse en général le temps de présentation, je vais en avoir pour 1 heure à peu près. Donc ensuite, je vous invite, on va faire la séance de questions, tout simplement. Et s'il y a des gens qui sont très intéressés à savoir dans les techniques de prévention, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le détail, je veux bien rester encore un quart d'heure après pour vous montrer dans le détail qu'est-ce qu'on fait à chacun. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Voilà. Alors, on va parler de santé psychique, et ça, c'est la première image que vous trouvez sur Google quand vous tapez travail, santé, psychique. Voilà. Ça donne le ton. Les suivantes, c'est pas mieux. Bon, celles-là, les plus ou moins neutres, mais visiblement, on vous bourre les crânes de quelque chose.
L'image suivante, pas très positive non plus. La quatrième, neutre, mais je ne vois pas trop le lien entre santé psychique et travail. De nouveau, une fois, le travail assez négatif, le travail négatif, et ici une phrase très intéressante sur laquelle je reviendrai. Nous avons un monsieur en costume-cravate qui dit qu'il n'y a aucune raison de ne pas être hautement productif, même lorsque nous ne sommes pas au mieux de notre forme. J'aimerais pas avoir un chef comme ça. Ça, c'est un peu lié. Mais voyez, du moment qu'on parle de santé psychique au travail, on aborde beaucoup d'aspects négatifs. Et c'est pour ça que la première partie du travail, c'est quand même pour vous montrer que le travail, ça apporte quelque chose. Le travail peut vous aborder plusieurs points. Là, je les ai mis dans l'ordre pour moi, mais chacun trouvera chez vous une source. En travaillant, ça vous permet d'être reconnu ou valorisé. J'ai un travail, j'ai un rôle, je suis indépendant, je gagne ma vie. Je peux être apprécié de mes collègues. C'est-à-dire que je relie, je noue des liens avec des personnes, je fais connaissance avec des gens, beaucoup de relations se créent au travail. Il y a des couples qui se rencontrent tout simplement avec le travail. Je crée des contacts, je me fais des amis. C'est qu'il y a un esprit d'équipe qui peut se générer dans le travail, ce qui fait que vous aimez peut-être pas votre travail, mais vous aimez les gens qui y sont. Ça, c'est l'avantage. Ça vous permet de contribuer à quelque chose. Je participe à un projet. Je fais quelque chose pour la société, pour l'ensemble de la communauté. Je fais un projet qui me tient à cœur, je construis quelque chose. Pour certains, c'est tout simple, ça me donne de l'influence. J'ai du pouvoir sur des gens. Je suis responsable pour la Suisse romande, la classe, dans tout moment. Non mais en gros, je n'ai pas beaucoup de responsabilités, hein. C'est surtout mon travail de collaborateur. Mais voilà, c'est certain, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Le travail me donne un statut social. Ça permet de trouver un sens à ma vie. Donc qu'est-ce que je fais où j'ai envie de me réaliser. Ça peut combler certaines de mes attentes. Ou encore, ça me donne une structure. Tout simplement, j'ai un horaire de travail de 8 à 16h30, ça structure ma journée. Alors oui, ça fait un peu métro boulot dodo, mais au moins je me lève à l'heure fixe, je vais travailler, je vois des gens, je me nourris, si tout va bien, au travail, le soir je rentre, je discute avec les collègues de me coucher, ça donne une structure à la vie. Hein. Donc, il y a des avantages dans le travail. Le plus important, si vous voulez peut-être qu'il faut retenir ici, c'est que si l'un de ces points vous parle, pour vous c'est source de plaisir. J'aime aller travailler parce qu'il y a une équipe de collègues super sympa. J'aime aller travailler parce que mon travail a un sens et il me fait plaisir. Et si votre travail vous plaît, si vous y trouvez du plaisir, vous allez bien vivre votre job. Mais du coup, ça soulève un problème. Si vous travaillez à la chaîne dans une usine de cornichons, dont votre rôle c'est de surveiller que les cornichons ne dépassent pas le dessus du bocal et que vous envoyez passer 100 000 à la fin de la journée, trouver du sens, ça peut être plus compliqué. Vous êtes seul dans votre chaîne, vous ne parlez pas avec les autres. Communiquer, se relier, ça peut être compliqué aussi. Le salaire, il n'est pas mirobolant. Je l'ai fait quand j'étais aux études, je n'étais pas payé les masses. Il y a des travaux, qui sont difficiles pour trouver une source de plaisir. Surtout si en plus c'est un travail juste à but alimentaire pour payer votre loyer à la fin du mois. Pas évident. Mais l'idée, c'est que le travail, notamment, c'est un endroit qui me permet de créer des liens. Dans votre vie, vous allez créer des liens tout le temps. C'est des liens qui automatiquement se cassent un moment donné à l'autre, mais si vous créez des liens avec des êtres vivants, des collègues de travail, vous commencez à sympathiser, peut-être qu'aussi au travail, vous rencontrez quelqu'un qui commence à prendre plus d'importance dans votre vie. Vous créez des liens, ça vous permet de développer ce sentiment d'être aimé avec des gens, d'aimer quelqu'un, d'être aimé autour, ce qui permet de développer un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est bon pour l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance, quelque part, je généralise, que vous avez en vous. Un autre point, créer des liens avec le travail, vous créez des liens avec un but. Vous développez un certain nombre de compétences. En tant que psychologue, j'ai des compétences que vous n'avez pas. Mais chacun de vous a une profession, ou va avoir une profession, où vous allez développer des compétences qui vous sont propres. Même dans votre groupe de connaissances, vous avez peut-être des loisirs, qui sort un peu du cadre du travail, mais dans lequel vous développez des compétences, ce qui permet de développer des expériences de succès, que je l'espère. Moi, je suis content qu'on m'appelle pour venir donner des conférences, plein de succès du coup. Ça développe de nouveau l'estime de soi. D'accord ? Donc, à travers le travail, en fonction du plaisir que vous y trouvez, des compétences et du sentiment d'appartenance que vous pouvez développer là-dedans, ça vous permet de vous structurer, d'avancer dans la vie, d'apprendre des compétences, d'augmenter votre confiance en vous. C'est pour ça aussi que les premières expériences professionnelles sont importantes. Parce que je ne vais pas trop vite. C'est le rythme sur lequel je vais continuer la séance, est-ce que jusque-là ça va ? N'hésitez pas à le dire, parce qu'on va parler là-dessus. Néanmoins, il y a un problème là-dedans. On l'a vu, le travail, ça permet de me réaliser, recueillir l'essentiel, etc. Oui, mais le
contexte actuel devient de plus en plus difficile. En 2008 en plus, on est entré en crise, beaucoup de secteurs sont entrés en crise, on a demandé beaucoup de sacrifices aux gens. Il faut optimiser les performances et les profits. Il faut faire toujours plus pour toujours moins. Coût minimal, basiquement, on attend de vous une équation simple. Vous devez être performant, vous devez être flexible, mais par contre, on ne peut pas vous garantir que vous avez votre job. Ça, c'était typiquement ce qu'a vécu beaucoup de monde en 2008-2009. C'est la crise, le franc suisse prend de la valeur, on est à peine en exportation, ben, on va vous demander d'être flexible, d'accepter du chômage partiel, d'accepter de travailler plus tout en gagnant moins. On va vous demander de travailler encore mieux, mais on ne peut pas vous garantir qu'à la fin du mois, vous aurez encore votre place de travail parce que c'est la crise. Et ça, c'est quelque chose qui génère énormément de stress. Ces facteurs de stress sont augmentés par des facteurs de management qui sont vraiment encouragés actuellement. C'est pas mal du monde des États-Unis, mais du type les problèmes n'existent pas. Chaque problème a sa solution. Et là, le chef, la solution, il ne l'attend pas demain, il l'attend aujourd'hui. Les problèmes, il ne veut pas en entendre parler. Si vous êtes en plus un expert dans un domaine, il n'y a pas de problème, vous êtes l'expert, c'est à vous de les résoudre, et il ne veut pas entendre que ce qu'il vous demande, c'est pas possible ou pas. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai maintenant. En plus, aujourd'hui, actuellement, il ne suffit pas d'être bon. Pour avoir un job, pour continuer à faire votre travail, vous ne devez pas être bon dans votre travail, vous devez être le meilleur. C'est les meilleurs qui sont gardés. Et malheureusement, on trouve toujours quelqu'un de meilleur que vous. Et tout ça, ce sont des dialectiques qui génèrent tout simplement du stress. Et c'est quelque chose qui se ressent, le changement actuel. Vous avez ici une étude assez récente, et je n'ai pas mis la date, mon Dieu. Pourtant, presque toutes les références EPA que vous trouvez pour les étudiants sont correctes. Ici, le référent de date, qui est 2011, allez, on voit ici. Vous avez entre 1986 et 2011 l'augmentation des mises en invalidité en Suisse. C'est-à-dire que, pour des raisons psychiques, on est passé de 24 000 personnes à 102 000 en 30 ans. Les autres raisons, donc là je ne rentre pas dans le détail, on passe de 94 000 à 133 000. Vous voyez qu'il y a une différence de l'augmentation. Là, on a du x4, x5 carrément. Il y a quelque chose qui s'est passé ces 30 dernières années. Et donc, ce n'est pas l'industrialisation. Du coup, je vais vous poser une question là-dessus, sachant ça, sachant que les invalidités pour des raisons psychiques ont explosé ces 30 dernières années. À votre avis, de combien de pourcents la fréquence des maladies psychiques a-t-elle augmenté au cours de ces 50 dernières années? 44%, 144%, 244%. Qui pense A? On ne vous jugera pas si vous voulez. Alors, si vous ne voulez pas dire, gardez dans votre tête. B, 144%. Qui pense 144%. C, 244%. Parfait. Retenez le résultat que vous avez choisi. En Suisse, quelle est la part des bénéficiaires de rente AI qui perçoivent une rente pour des causes de burn-out? État 2012. On n'a pas encore les statistiques 2013. C'est 13% des personnes qui ont reçu une rente pour raison AI. 23% des personnes. 33% des personnes. Eh bien, ce sont des questions pièges. Dans les deux cas, c'est 0%. Le premier point s'explique. Les troubles psychiques n'ont pas augmenté, ils sont stables ces dernières années. Et le burn-out, ça c'est un peu plus vicieux comme piège, c'est ce qu'on va voir. Le burn-out n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un trouble psychiatrique. Vous ne pouvez pas avoir de rente invalidée pour un burn-out parce que techniquement, en sens de psychiatrie, ça n'existe pas en tant qu'une maladie psychiatrique. Je vais aborder ce sujet dans le cadre. Vous voyez, ce qui a changé, c'est le ressenti du travail. C'est le ressenti du stress, pardon, au travail. C'est ça qui est venu ces 30 dernières années. C'est que finalement, le contexte est toujours aussi tendu qu'avant, les difficultés sont les mêmes, mais on est plus sensibilisé à ça. Plus on parle de burn-out, plus il y a de diagnostics de burn-out. C'était clairement présent à la métairie. À chaque fois qu'il y avait un grand article sur le burn-out dans le journal, on avait une vague de personnes qui arrivaient. Et la plupart n'avaient pas de burn-out. Le problème, c'est que ce stress ressenti, il augmente également dans les emplois faiblement qualifiés. C'est-à-dire que même dans des travaux qui étaient très physiques, comme manutentionnaire, paysan, excusez-moi, c'est pour ceux qui ont des parents qui sont paysans, mais c'est considéré comme faiblement qualifié, le stress augmente également. Les exigences qu'on attend de vous, les attentes de revenants, c'est aussi là présent. En gros, perceptivement, on est 24% plus stressé ces 25 dernières années. Ça augmente. Pas seulement parce qu'on en parle plus, mais parce qu'on est plus sensible. Et vous voyez,
C'est ça la feinte. À l'ère de l'industrialisation, il y a ce qu'on appelait la neurasthénie, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est parue. C'est une forme de dépression. C'est un trouble psychiatrique qui a été attribué à l'industrialisation, au choc de ce que représente l'industrialisation dans le monde courant. Et on a eu plein de diagnostics comme ça, dont la pointe était en 1920, et qui ont probablement diminué à une époque, où tout d'un coup on a plus commencé à parler de dépression. Tout simplement. Et depuis que le concept du burn-out a commencé à émerger dans les années 1980, vous voyez, le diagnostic burn-out en fait a remplacé le diagnostic de neurasthénie. Donc finalement, si on dit que le burn-out c'est nouveau, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a déjà existé avant, qui existera encore par la suite, mais c'est un sujet dans lequel on est devenu plus sensible et qui va exister pour une raison fondamentale. Alors là, je prends un peu d'avance sur le cours, mais on va parler le... Non, je vais y venir après. Rappelez-vous que quand on va parler de burn-out, il faut que je parle d'un point de vue fondamental sur le stress. Et si je prends trop d'avance, après je vais perdre ma présentation, ça va pas être. Vous noterez, non, je peux vous dire plein de choses, mais il faut que je perde mon temps. Mais vous voyez, pour moi c'est important parce que c'est une manière de gérer le stress. C'est stressant d'être devant. Alors là, vous êtes un petit auditoire, ça va bien, mais après, c'est plus personnel aussi peut-être. Vous êtes un peu trop nombreux pour ça, plus personnel. Mais ça génère aussi du stress, même si c'est quelque chose que j'aime faire. Et ça, c'est une idée, parce qu'on va parler du stress maintenant, que je vous demande de garder en tête, c'est que le stress, que vous trouvez ça agréable, ce que vous vivez ou pas, dans votre corps, il se passe la même chose. C'est-à-dire que si psychologiquement, le stress, je peux le vivre de manière positive ou négative, ce que votre corps vit au niveau physiologique, c'est exactement la même chose. C'est le ressenti qui va sombrer. Et ça, c'est l'autre point fondamental de cette présentation. C'est que c'est quelque chose de ce qu'on sait depuis très longtemps, les événements ne sont pas positifs ou négatifs. C'est la manière dont vous les interprétez qui va générer chez vous des émotions qui sont positives ou négatives. Et c'est ça qui va faire que vous allez vivre la situation bien, stress positif, ou mal, distress, stress négatif. Et ça, c'est fondamental, je m'adresse surtout à ceux qui vont étudier la psychologie. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes face, vous faites des interprétations. Et ces interprétations, elles vont vous faire vivre différemment la situation. Si vous devez parler à un groupe de personnes, je vais prendre un meilleur exemple. Si vous parlez à un groupe de personnes, quelles peuvent être vos peurs quand vous parlez à un groupe de personnes? Mettez-vous 2 minutes à ma place, ça peut être quoi mes craintes en tant qu'auditeur? En tant que... pas auditeur, en tant qu'auditeur. Perdre le fil. Perdre le fil, très juste. Là, ça m'est presque arrivé 2 fois. C'est bien ce programme de journalisation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Perdre la face. Comment? On vous pose une question, vous ne pouvez pas répondre. Très juste. Vous répondez à côté de la plaque. Est-ce que je dis une bêtise, je dis un truc faux, je bégaye? Ouais. Je bégaye devant les gens. Je commence à transpirer beaucoup et j'ai des grandes taches de transpiration. C'est pas anodin si je dis dessus. Je bégaye, j'ai l'air nul, les gens s'ennuient, ça leur plaît pas et ainsi de suite. Alors, vous voyez, maintenant je parle à vous, puis peut-être que parmi vous, il y en a un qui baille. Si je dis il a baillé, c'est parce qu'il s'ennuie, je peux vous dire que le stress, il monte en flèche. Parce que ma crainte est en train de se réaliser. Les gens sont en train de se lasser. Si je le vois bailler et que je me dis tiens, il est fatigué parce qu'il a eu trop longue journée, mais il s'est quand même donné la peine de venir, ça va beaucoup moins stresser. Ceux qui font de la jump suite, donc avec cette tenue un peu en néoprène qui leur permet de survoler les pentes de montagne, ils font ça parce qu'ils adorent. Et quand ils sont sur le sommet de leur montagne et qu'ils vont s'élancer, ils sont heureux, ils vont avoir un kiff d'adrénaline génial, ça leur plaît. Moi, je serais paralysé là-dessus. C'est pas un truc qui va me plaire, je vais juste avoir envie de me reculer par devant ici. Donc retenez ça, ce qui est important, c'est l'évaluation que vous faites de la situation. Voilà, je vous ai mis une image de Morguillot. Vous avez 2 jours de foot, le gardien qui se voit tout petit dans un goal énorme, et le joueur qui voit un gardien énorme dans un goal tout petit. Pourtant, c'est la même situation. Mais les deux vont la vivre différemment, ils vont tous les deux m'angoisser là-dessus, alors que si le joueur de foot voyait un gardien tout petit dans un grand but, il serait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus concentré, il aurait pu faire beaucoup plus facile. Mais vous voyez ça, justement, ces interprétations négatives que je peux faire, elles peuvent être adéquates. Parfois, elles sont complètement bien de la réalité, mais elles peuvent être adéquates. Elles vont générer du stress. C'est pour ça que c'est important, quand on parle de travail, on parle de stress. Parce qu'il y a des sources de stress dans le travail. Les deadlines que j'ai à rendre, la quantité de travail, les disputes qu'il peut y avoir avec les collègues. Je pense que vous connaissez pas les présentations orales que vous devez avoir à faire à l'université. Si vous travaillez dans une entreprise, la situation financière de votre entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite.
Le stress, on va voir, c'est un mécanisme en fait qui s'est mis en place au fil de l'évolution, et c'est une réaction physiologique et psychologique de votre organisme face aux contraintes de l'environnement. C'est comme ça que c'était défini. Basiquement, cette réaction, quand il y a un changement dans votre environnement, l'apparition d'une menace, ça vous permet de focaliser votre attention sur le danger. Ça vous permet de mobiliser l'énergie nécessaire pour bien évaluer la situation, pour choisir une action, et ça vous permet de réaliser cette action-là. Cette réaction de stress, c'est l'évolution qui l'a mis en place. Quand nous étions encore des homo sapiens sauvages, pas sauvages, mais au début de notre évolution, quand on était encore aux limites très proches des primates dans la jungle, ou dans la savane africaine plutôt, vous trimballez avec votre tribu dans cette savane, il y a un lion qui apparaît. Pour ne pas mourir, l'évolution a mis un système en place qui décharge l'adrénaline, la réaction de stress, qui mobilise les ressources de votre corps et qui vous permettent d'attaquer le lion, l'attaquer avant qu'il vous attaque, l'abattre pour survivre, ou de fuir. Ça vous permet de partir très vite en courant et, si possible, distancer les lions. Ça c'est peu probable, mais peut-être que vous fuyez plus vite que les autres. Du coup, c'est les autres qui sont mangés. C'est triste, mais c'est ça. L'évolution a favorisé les réponses d'attaque et de fuite. Il y a des réponses de sidération. Je ne bouge pas et je suis paralysé. On l'explique plus par des raisons de camouflage, c'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez pas courir très vite, vous savez que vous n'êtes pas très fort, alors vous n'hésitez pas à bouger du pied, parce que les gens ne voient pas. Eux, se sont moins produits que les autres. C'est triste, mais voilà. Ce sont des choses qui disent. Mais purement, c'est bête. La réponse de sidération, c'est ce qui se passe chez la grenouille. La grenouille, vous l'éclairez, elle ne bouge pas, elle se fond dans le décor. Si la grenouille ne peut pas comprendre qu'elle est éclairée par une lampe, elle ne sait pas ce que c'est. Néanmoins, heureusement qu'on ne mange pas toute piste de grenouille, parce que en France, ils ont dû mettre en place des programmes pour empêcher la disparition de la grenouille, puisque, comme la réponse était la sidération, on a bouffé toutes les grenouilles qui ne pouvaient pas se reproduire, et du coup, il fallait mettre en place pour pouvoir prendre des réserves pour qu'on puisse continuer à manger des grenouilles, mais déjà, je m'égare, je suis désolé. Mais l'idée, vous allez avoir des réactions physiologiques et psychologiques qui vont se mettre en place. Vous allez non seulement avoir plus d'énergie dans votre corps, vous allez en plus avoir une réponse émotionnelle qui va augmenter votre réaction physique. Un exemple très simple, le 100 mètres, combien de temps l'homme moyen prend pour courir 100 mètres 16 secondes, vous semble raisonnable. Admettons. Vous courez 100 mètres en 16 secondes. Vous le faites, vous revenez au départ, cette fois-ci je vais vous demander de courir les 100 mètres, mais je lâche un Doberman derrière. Admettons que vous arrivez à la fin, vous allez faire combien les 100 mètres? Vous allez faire 12-11 secondes, d'accord? Parce que la peur donne des ailes. Ça permet de décupler les ressources que vous avez. La réaction de stress, c'est ça. Vous avez un état où votre corps physiologiquement est détendu. Ça, c'est quand vous dormez, quand vous êtes dans la phase de sommeil profond. La phase de stress, c'est quand le corps est très tendu parce qu'il y a eu énormément d'adrénaline, énormément d'hormones qui sont libérées pour favoriser ces réactions de stress. L'idée, c'est qu'il y a un niveau normal, plus ou moins au cours de la journée. Vous êtes levé le matin, le réveil a sonné, ça vous a surpris, vous avez vu que vous étiez en retard au travail, vous êtes déjà un peu stressé. Mais il y a un niveau plus ou moins. Ensuite apparaît un danger. Votre chef vous convoque dans son bureau. C'est le moment d'aller devant et de faire votre présentation. Vous avez raté le train, vous allez être en retard pour votre premier rendez-vous. Réaction d'alarme. Ça peut être, par exemple, je vais courir les 20 km les 10 et 20 km de Lausanne tout bientôt. Ça, chez moi, c'est le départ. Le type, il tire avec son pistolet, c'est cool, yes, on peut courir, je vais partir à fond très vite, première réaction. Le problème, c'est que le danger ne passe pas immédiatement. Cette réaction-là, elle dure de quelques secondes à 1 ou 2 heures. Dans le corps, se sécrète de l'adrénaline, il y a un certain type de processus qui se met en place, mais le danger ne disparaît pas forcément. Votre chef vous a convoqué dans le bureau parce que vous avez fait une erreur, là c'est la convocation, puis ensuite il faudra passer le temps dans le bureau. Vous avez une présentation à faire, vous commencez la présentation, puis ensuite il va falloir tenir 1 heure de présentation. Vous avez commencé à courir les 10 km, vous en faites un, puis il va falloir tenir les 9 km qui suivent. Et ici, à un moment donné, le processus va s'arrêter. Il y aura une phase d'épuisement pour 2 raisons. 1, votre corps n'a plus l'énergie nécessaire à fournir. 2, le danger est surmonté, la réaction s'arrête. S'en suivra une petite phase de récupération. Vous allez, après 10 km, vous aurez les jambes qui tremblent, vous aurez le souffle vide, vous allez manger une banane, vous allez vous reposer un peu, et le lendemain, vous aurez super mal aux jambes, mais le surlendemain, tout ira bien, vous aurez complètement récupéré. Ça, c'est le principe du stress.
Donc le stress, il y a une réaction physiologique qui va se mettre en place. L'idée intéressante, c'est qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une réaction d'alarme ou pas. Ça, c'est un peu l'idée. Cette réaction d'alarme, alors il y a plusieurs modèles qui l'expliquent. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il est simple et assez facile à comprendre, c'est le modèle de Lazarus, qui va dire que dans toute situation, on se pose toujours immédiatement deux questions. 1. Est-ce qu'il y a une menace pour moi? 2. Est-ce que j'ai les ressources pour y faire face? Il y a une situation, un stimulus qui arrive. Est-ce qu'il y a danger? S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas ou peu de stress. Pas menacé. S'il y a danger, tout d'un coup, oui, il y a une menace pour vous pour une raison X ou Y. Est-ce que j'ai une capacité à faire face? Oui ou non. Si j'ai un danger, voilà, c'est l'heure de passer à l'examen. Là, il y a danger, vous jouez votre année universitaire. Bon. Mais j'ai bien révisé mon examen. Je me sens prêt, j'ai tout appris. Voilà. Il y aura du stress, mais je ne vais peut-être pas trop mal le vivre. Ou alors justement, j'ai cet examen-là, je ne suis pas prêt, je n'ai pas eu le temps de réviser, j'ai l'impression d'être nul, je ne me sens pas capable de faire face. Ça va générer un de stress. C'est la même chose. Hein. Oui? Moi, je me demande comment on fait pour réussir à discerner si c'est oui ou non. Parce que des fois, on ne sait pas si on a la capacité à faire face ou pas à la situation. Ben, du coup, ça va générer un stress entre les deux. Ce sera, ça l'air complexe, mais je vais répondre à cette question dans 2-3 slides, dans le sens où vous allez toujours penser d'un côté ou de l'autre. Certains vont se dire je ne sais pas, et pour eux, pas savoir, c'est pas source de stress. Pour d'autres, ils vont se dire je ne sais pas, puis ne pas savoir, c'est n'amène pas trop l'incertitude. Ne pas savoir, c'est difficile, ça va générer du stress. Il y a encore autre chose, parce qu'on parlait d'examen, il y a le stress des examens, qui font que, même si vous avez tout le temps eu durant toute votre carrière que les meilleures notes, vous n'arrivez pas à cette conclusion-là. Ce qui se passe dans votre tête et qui vous dit que vous avez les capacités à faire face ou non, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête, c'est pas forcément objectif. C'est vraiment votre propre perception. Après, c'est un modèle comme un autre pour expliquer la réaction de ça. C'est moi je un dessin parce que c'est quand on travaille en thérapie avec les patients, on est toujours mais dans cette situation-là. Vous étiez vraiment menacé ou pas? Puis surtout, si oui, effectivement, il y a menace. Est-ce que vous n'avez pas les moyens de faire face? Mon chef me demande des choses que je ne sais pas faire. Là, il y a menace, clairement. Mais à quel point vous ne savez pas les faire? C'est votre impression, vous êtes nul, mais en fait, il vous le demande parce qu'il sait que vous le pouvez, ou effectivement, il vous demande des choses que vous n'avez pas faire. C'est ce qu'on appelle le travail sur les pensées. On essaie de travailler un peu là-dessus. Idem, on nous dit c'est la crise. Il y a danger. Est-ce que vous êtes vraiment en danger ou pas? Ça va dépendre de votre secteur. Personnellement, au CFF, je ne l'ai pas vu passer. Mon poste n'a absolument pas été affecté par la crise en 2008, ce qui n'a pas empêché certains de mes collègues de stresser, qui se sont dit il va y avoir la crise, les gens vont en prendre le train, on va avoir des gros déficits, on va tous être licenciés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils sont montés la société. Il y a une structure, voilà, meilleur exemple. Nous avons une restructuration. C'est pour ça qu'on est passé de HRP DIA à HR, Build, Sense, DIA. Donc ça a été restructuré. Et pour certains collègues, c'était la panique parce qu'on ne savait pas si on allait être repris notre travail, si on n'allait pas être licencié. Puis évidemment, ça fait plaisir à personne d'être licencié. Néanmoins, en cas de licenciement, j'ai 2 ans de salaire à 100%. Donc, j'avais pas vraiment de. Ouais, c'est un peu terrible. J'avais pas vraiment de raison d'angoisser. Mes collègues angoissaient. Mais ce sont des collègues, si vous voulez, qui sont nés dans cet environnement et qui savent qu'ailleurs, ils ne trouveront pas des conditions de travail aussi idéales. C'est ça qui leur fait un peu stresser. Mais vous voyez, toujours est-il que ce que je vous montrais par ce schéma-là, c'est que la perception d'une menace, c'est très subjectif. Elle dépend à chacun de vous. Elle dépend également de la confiance que vous avez. Un narcissique, c'est très simple. Il y aura, déjà, il n'y aura jamais de menace en fait. Et si éventuellement il y a une menace pour le narcissique, lui, il sait faire face. Jusqu'à ce que la réalité vienne au plein visage et qu'il s'effondre et qu'il nous dépresse. Ça marche ce modèle? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir, oui à la menace, non, on est conscient qu'on n'est pas capable, mais on n'a pas le distress? Alors, oui, c'est possible parce que quel est le discours que vous faites avec ça? Vous, l'être humain est génial. Dans le sens, certains n'ont rien à faire. Ok, je vais être viré. Ok, j'aurai peu de travail, mais bon, je rebondirai bien. Ou alors, le chômage peut me sauver. Vous voyez, on a des capacités quand même, on se dit, on a des capacités, la capacité de réagir aux conséquences. C'est encore un exemple que j'ai jamais vraiment vu. Mais je pense que ça doit être possible. Oui, c'est très possible parce que souvent les gens, dans un état d'épuisement, ils n'arrivent pas à avoir une réponse de stress. C'est fini, ils sont vides, burn-out, ils n'arrivent pas à réagir.
C'est vrai que là, j'ai de la peine à trouver un exemple là-dessus. C'est pas un cas que j'ai encore vu. Désolé. Voilà. Voilà. Ce qui est avantageux, hein, il y a la situation de stress et vous la surmontez. Et là, normalement, hein, l'être humain n'est pas normal, j'ai surmonté le défi. Soit dit en passant, ma stratégie était adaptée. Donc je sais que la prochaine fois que cette situation survient, je sais comment faire. Il y a un sentiment de sécurité qui s'installe. La prochaine fois que le même contexte survient, ben, j'aurai moins peur parce que je me dis, ah ben voilà, je l'ai déjà fait, c'est bien passé. C'est exactement ce que je vis pour les conférences. La première fois, il y a à peu près 7 ans en arrière, quand j'étais devant un groupe de personnes pour une conférence, c'était dur, c'était ma première. Mais c'est bien passé. La deuxième, c'est bien passé aussi. La troisième, mal. Mais c'est pas grave. J'avais 2 exemples qui s'étaient bien passés. J'ai pu apprendre des fautes et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça permet de développer un sentiment de satisfaction de maîtrise. Par contre, si la situation, j'arrive pas à la surmonter, qu'elle se répète ad aeternum, sans que j'arrive à régler le problème, bah là, il y a un sentiment de non-contrôle. Quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et ça génère de la tension. Parce que je me sens impuissant. J'ai l'impression de rien maîtriser, le sentiment de désespoir s'installe. Ça, vous allez mal vivre le stress. Et ça, le problème, c'est que c'est un truc qui va vous tirer vers le bas. Vous avez un cercle vicieux, vous avez un cercle vertueux. L'idée aussi est très simple. On sait que dans la adaptation de l'individu, on pourrait mettre performance. Si vous n'êtes pas stressé, vous n'allez pas être performant. Si je n'étais pas stressé aujourd'hui, je serais là en train de vous dire, alors, épuisement émotionnel. Notre fonction peut nous exposer à des situations difficiles. Si vous êtes psychologue, vous êtes confronté à la souffrance humaine. Vous allez vite vous lasser. Si j'étais trop stressé, je serais là. Alors, oui, l'épuisement émotionnel, alors, parce que voilà, ça ne va pas être compréhensible, vous allez vous lasser, je vais voir vous ennuyer, ça va empirer. Donc l'idée, c'est qu'un peu de stress, ça peut être pas si mal pour la performance. Le management à la performance, ça existe aussi. C'est ce qui se fait dans certaines entreprises où on affiche un tableau, ça s'est fait à un moment donné à Poste, ils ont arrêté, enfin j'espère, où celui qui triait le plus de courriers était au haut du tableau, celui qui triait le moins de courriers, il était en bas. C'est les résultats au bonus. Plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous vendez d'affaires, il y a un bonus, et c'est affiché, hein, quel collaborateur a vendu le plus de trucs. On le fait tout simplement parce que plus vous êtes stressé, plus vous aurez tendance à être performant. Votre performance augmente. Jusqu'à un point de rupture qui change pour tout le monde, où ensuite vous devenez efficace. Et le management au stress se fait dans beaucoup de domaines où les qualifications ne sont pas élevées. Enfin, je dis une grosse bêtise, mais souvent on le retrouve dans des domaines où les qualifications sont peu élevées parce que des collaborateurs, pour venir remplacer ceux qui sont grillés, il y en a plein. Tous les trois. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Mais vous voyez, ici, on est toujours dans quelque chose qui se passe dans votre tête. Je ne parle pas encore des aspects philosophiques. D'accord ? Si je ne suis pas trop stressé, je n'aurai pas de grande performance, mais je me sentirai bien. Si je suis stressé, je serai un peu tendu, un peu nerveux, peut-être que j'aime bien la sensation, ce qui me permettra d'être optimal. Si je suis trop stressé, je vais mal le vivre, je vais perdre mes moyens, ça va diminuer mes sensations. Ça va, pardon, diminuer ma performance. Mais au niveau physiologique, la réaction ne change pas. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce tableau. Mais l'idée, c'est que quand il y a une réaction de stress, vous avez des hormones qui sont libérées, notamment l'adrénaline, la cortisol, et ainsi de suite. Ce sont des hormones qui vous donnent plus d'énergie. Mais, c'est un prix de production. Pour que votre corps vous fournisse de l'énergie, il faut qu'il puisse la produire. Et deux, surtout, il faut qu'il élimine ces hormones. Le problème, si vous voulez, c'est ça que je vais vous dire, la réaction de stress, quand elle s'est mise en place dans l'évolution, elle s'est mise en place pour faire face à des stresseurs physiques. C'est le lion qui débarque, c'est la tribu adverse qui vous attaque, c'est une vague de froid pour laquelle votre corps doit mobiliser ses ressources pour pas que vous geliez, c'est l'incendie qui vient et vous devez courir vite. Donc le stress, il vous donne surtout une énergie physique que le corps doit dépenser. Et le problème sur les stresseurs actuels, qui sont beaucoup des stresseurs psychiques, ils ne vous permettent pas de fuir ou pas d'attaquer. Si votre chef vous convoque dans son bureau, vous ne pouvez pas lui donner un coup de poing dans la face et dire vous pouvez, mais vous risquez. Mais la crise, je ne peux pas attaquer la crise, je ne peux pas la fuir, elle est là, je dois la subir. Quand vous avez des embouteillages, ces gens qui klaxonnent, ils sont au milieu d'un bouchon et commencent à klaxonner sur le bouchon, qu'est-ce que ça va changer s'ils klaxonnent ? Rien. Le problème, c'est que dans votre voiture, vous ne pouvez pas faire beaucoup de mouvements, et l'un des mouvements que les gens font, c'est klaxonner, tout simplement.
D'accord? On essaye de bouger un maximum. C'est pour ça qu'en général, le stress aussi, ça augmente la nervosité, le mouvement, les gens ne savent plus quoi faire, ils bougent beaucoup. Si je ne pouvais pas parler, je serais hyper stressé ici. Si je ne pouvais pas bouger, pardon. Pas la même chose. Vous avez vu que j'ai tendance comme ça à marcher en long large, ça c'est une manière pour moi d'évacuer le stress. Hein. D'autres, c'est en faisant le wash machine, ainsi de suite. Donc le stress active. Donc vous voyez, déjà il y a un problème, il faut qu'il y ait une réponse qui puisse se mettre en place, une réponse physique pour que le stress puisse être digéré. D'où l'importance ensuite d'une activité physique hein, pour décompenser. Maintenant, il y a autre chose aussi. Les hormones sont métabolisées pour produire de l'énergie, puis cette énergie, il faut qu'elle devienne quelque chose. Et face à des stress répétés, hein, il va y avoir ce qu'on appelle une charge statique, c'est-à-dire que, j'ai fait 2 minutes là-dessus, votre corps doit maintenir un équilibre, ça s'appelle l'homéostasie. Ce qui permet à votre corps de fonctionner, et votre corps ne peut que fonctionner si, au niveau de la température interne, il y a certaines variables. Si vous avez 40 degrés, 44 degrés, vous allez commencer à avoir des problèmes vis-à-vis de l'utilisation ou autre, parce que votre corps ne peut plus fonctionner de manière optimale. Mais c'est ce qui se passe souvent quand vous sortez d'un bâtiment climatisé dans l'air chaud, il y a un choc métabolique qui se fait, il y a un choc de température que vit votre corps, parce que vous partez d'une température de 20 degrés, vous sortez pour prendre votre voiture, il fait 30 dehors, il y a 10 degrés de différence. Votre corps va passer par ce qu'on appelle une phase allostatique où, malgré les différentes contraintes et le changement métabolique qu'il y a, il va continuer à fonctionner. En gros, c'est un petit mécanisme qui lui permet de faire face sur une brève période à des changements plus grands qui se passent à l'extérieur. Mais l'idée, c'est que s'il se répète à chaque fois, votre corps, au niveau métabolique, ne pourra pas maintenir cet équilibre lui-même, et il va y avoir des compensations pathologiques qu'on retrouve. Après, c'est aussi des conséquences comportementales, mais dans l'absorption de beaucoup de caféine, de sucre, et ainsi de suite, qui vont plus ou moins se traduire avec des médicaments. Ça, c'est moins grave. Ce que je voudrais que vous retenez là-dessus, d'accord, c'est que vous vivez le stress bien ou mal, dans votre corps, il se passe la même chose. C'est pour ça que c'est toujours délicat de parler de bon ou de mauvais stress, parce que, physiologiquement parlant, le stress a un prix, et ce prix est le même, qu'il soit positif ou négatif. D'accord ? Ensuite, vous voyez, il y a des réactions, là j'ai mis des réactions négatives, hein, et des réactions positives dans le stress, des sentiments d'euphorie, des sentiments de victoire, je me sens plus léger, je me sens plus fort, etc. Il y a aussi des réponses physiologiques qui se font, hein, surtout si le stress est répété, commence à devenir chronique, il y aura une fatigue persistante. Quoi que je fasse, je suis fatigué. Tous les matins, je n'arrive pas à me lever, j'entends pas parler. Il va y avoir des troubles de sommeil, problèmes d'endormissement, je me réveille la nuit pour ruminer, je me réveille tôt le matin pour ruminer, ainsi de suite. Brûlure d'estomac, la digestion fonctionne mal, je passe plus de temps sur les toilettes, les selles sont plus fortes, c'est aussi un signe. Je commence à avoir des migraines, je peux avoir de l'eczéma qui se développe, j'ai des tensions notamment dans la nuque, ça devient tout rigide, je dois souvent me détendre un peu comme ça, je commence à avoir mal dans les bras. Au niveau psychologique aussi, de l'anxiété, je me fais des soucis. Je suis plus irritable quand je suis stressé. C'est la réponse d'agressivité. Quand vous êtes stressé, vous réagissez plus fort à ce qui arrive. C'est pour ça que les gars ils s'énervent à péter les plombs dans les voitures. La confusion, je ne sais plus trop ce que je voulais faire, où j'en étais, je suis parti dans mon trip, j'ai oublié, j'arrive moins à me concentrer. Voilà, problème de concentration. Je me replie sur moi, j'ai pas envie qu'on me parle. Peut-être parce que je sais que je vais répondre de manière agressive aussi, alors je vais avoir tendance à m'isoler. Il va y avoir des sentiments de tristesse qui se développent. Bref, chacun développe plusieurs symptômes de stress. Oui ? Mais pour les réactions psychologiques, c'est pas des symptômes de la dépression, ça justement. Alors, il y a le sentiment de tristesse, mais il ne suffira pas. Mais de manière générale, tout ce qu'on anxiété, compulsion, concentration. Pas pour être diagnostiqué dépressif. Pour le diagnostic de la dépression, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a 7 critères précis, et dont un, c'est un sentiment de tristesse persistant durant les 3 derniers mois, les 3 dernières semaines. Sans qu'il ait changé avec des ruminations constantes, il y en a plusieurs, et là-dedans, c'est surtout un qui ressemble à la tristesse qui est là. Les autres sont souvent des facteurs qui accompagnent que certains n'ont pas. Voilà, ça s'implique. Donc, vous voyez, il y a pas mal de symptômes qui viennent. J'ai passé tous les symptômes du stress habituel, les problèmes de sudation, les sensations de chaud-froid, donc froid dans les pieds, dans les extrémités, toutes celles que vous pouvez avoir quand vous avez à parler devant le public, par exemple, je vais vous bon. L'idée qu'il va y avoir, et c'est ça qui va être important pour introduire le burn-out, c'est que, ok, il y a des stress qui arrivent, ce sont des stress ponctuels, il n'y a pas de problème, vous y faites face. Le problème, c'est que les stresseurs peuvent se répéter. Il n'y en a pas juste un problème, il y en a plusieurs. Je me lève le matin, je suis en retard. Je sors dans ma voiture, elle tombe en panne. Je vais me faire dépanner par un collègue, je me fais engueuler par mon chef parce qu'il est en retard. Je suis un peu nerveux, je parle méchamment à un collègue, il me répond si, je dispute avec un collègue. Et ça s'enchaîne dans la journée, ça s'enchaîne. Et ça se répète dans le temps aussi. Pas juste une fois, c'est dans la journée.
Tous les jours, quand je vais au travail, on me demande de plus en plus des choses que je ne peux pas faire, pour lesquelles on ne me donne pas de moyens de faire, et ainsi de suite. Donc on va parler de stresseurs externes à ce moment. C'est mon ordinateur qui ne démarre pas. On va parler de stresseurs internes aussi. C'est moi-même, le soir, je m'endors, je me dis, j'écoute le bruit de mon cœur, je me dis, tiens, ce qui bat normalement mon cœur. Puis je me fais peur tout seul. Là-dessus, vous allez avoir des réactions psychiques, émotionnelles et physiques qui vont avoir des conséquences. On a vu par exemple, quand je suis stressé, je deviens plus agressif. C'est mon ordi qui tombe en panne. Voilà, facteur externe, ça m'énerve, je commence à taper dessus. Remarquez en plus quand les gens deviennent agressifs, ils parlent à des objets. Mais tu m'énerves, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vois, là c'est un signe, il commence à devenir stressé. Ces exemples, je vous les donne parce que ça vous permet aussi à vous de vous dire ouh, je commence à devenir stressé. Là, moi j'ai un grand stresseur, vous ne le voyez pas, mais j'ai une horloge sur mon truc. Et ça stresse à fond. Vous voyez? Et cette agressivité-là, si vous êtes dans un bureau, qui va se la prendre en plein visage? Vos collègues. Ce qui va générer des tensions dans l'équipe. Et ça, ces conséquences du stress peuvent devenir des facteurs de stress. Je me suis pris le bec avec mes collègues, je rentre chez moi le soir, je sais que le lendemain matin, je vais devoir retourner là-dedans avec des collègues avec qui je me suis brouillé. Ça, c'est pas très agréable. Je sais peut-être que voilà, ça m'empêche de dormir. Et du coup, le fait que j'arrive pas à dormir, c'est quelque chose qui me stresse. De nouveau, ça devient un facteur. Puis on a une boucle qui se mord comme ça. Et cette boucle est épuisante. C'est ça souvent qui va conduire au burn-out, c'est-à-dire que, je vais préciser par la suite, mais souvent, la personne va vivre des stress répétés dans le temps, sur une longue durée. La durée change. Pour arriver à un burn-out, ça peut durer jusqu'à 7 ans facilement. En général, plus les bons, si les personnes font un burn-out au bout de 2 mois de travail, elles vont s'en remettre dans une semaine. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit un burn-out. Mais au bout de 7 ans de travail épuisant, où tous les jours vous êtes tendu, vous êtes surinvesti dans le travail, là je donne un exemple général qui n'est pas très cohérent, ça sera spécifié dans cette phase-là. Cette répétition de stress que va vivre votre organisme, les émotions que ça va générer. Le stress peut générer des réactions d'attaque. On va entrer dans le document de colère, je vais développer des traits colériques. Ça peut développer des réponses de fuite, je vais développer des réponses anxieuses. Ça développe le stress comme réaction physique, aussi la sidération, je ne vais pas paralyser, je vais développer des sentiments d'impuissance qui va générer des traits dépressogènes et ainsi de suite. Ça va se répéter, c'est ça qui va conduire au burn-out. Parce que votre corps carbure, votre corps, quand il stresse, il est en train de produire de l'énergie à fond, de l'énergie qui n'est pas dépensée, qui s'accumule, qui conduit à des problèmes, qui vont le mettre source de stress, vous allez un peu vous griller l'intérieur. C'est maintenant une partie qui va être assez difficile parce que, comme je l'ai dit au début, le burn-out, c'est un concept mais qui scientifiquement pose encore problème. On ne peut pas en faire un critère diagnostique. Le DSM-4, là j'ai mis la main sur la version 5 du DSM que en anglais. Elle n'existe pas encore en français, donc je vais attendre qu'elle soit sortie en français pour en parler maintenant. Mais actuellement, DSM-5, 4, vous ne trouvez pas de diagnostic burn-out. La CIM-10, l'autre classification des maladies qui existe, c'est un trouble d'adaptation de la vie courante. Vous voyez, on ne parle pas de burn-out au niveau diagnostic en psychiatrie. Si à la métairie je mettais un diagnostic de burn-out sur les patients que j'avais en thérapie, ils n'étaient pas remboursés. Au moins qu'ils avaient tous une complémentaire. Donc. Mais l'assurance de base ne le prend pas en charge. Pourquoi? Diagnostic, ça n'existe pas. Il faut mettre un autre truc. Voilà. Actuellement, état 2014, je peux même vous préciser hier, Wikipédia, alors c'est pas spécialement une référence, mais en tout cas, Wikipédia recensait encore 12 définitions scientifiques. Oui? Mais du coup, lorsque tu avais des patients, tu posais le diagnostic selon la CIM-10. Est-ce que quelqu'un travaille dans l'assurance? Parce que les assurances connaissent la CIM, mais pas le DSM. Oui, alors, en général, on met en fait, ils doivent reconnaître les deux. L'idée, c'est qu'au niveau du tribunal fédéral, c'est le CIM-10 qui fait foi. Ouais. Et si vous êtes amené, ça c'est ce qui se passe dans les expertises que j'ai à faire, je mets le diagnostic CIM-10, parce que le tribunal fédéral reconnaît les diagnostics CIM-10. Il reconnaît aussi, en fait, celui du DSM-4, mais pas de manière officielle. Donc c'est pour ça qu'on met souvent des diagnostics CIM-10, en fait, dans le truc. Mais toujours est-il que quand on avait un patient pour burn-out, en général, comme le burn-out ne vient jamais seul, on mettait soit de trouble anxieux, soit de dépression. Quelque chose qui ressemble. Et visiblement, souvent, comme on n'abusait pas sur ces types de diagnostics à la métairie, ça se passait plutôt bien.
Oui, t'avais une Alors du question. coup, c'est impossible d'avoir vraiment une statistique fiable puisque on n'utilise pas Alors, au niveau ce d'état, libellé de la CIM et puis vous utilisez toutes les recherches c'est pour ça que si vous allez sur la page de la Confédération, vous tapez sur le portail de la Confédération, vous tapez santé au travail, dans toutes les études qui mettent et qui référencent, ce sont toujours des études en fait c'est jamais des études au niveau fédéral qui se font, c'est toujours des études de clinique comme beaucoup à Bâle, c'est fait, sur lesquelles ils se basent pour se lancer là-dessus. Et puis au-delà du monde du travail, est-ce qu'on peut dire que le burn-out justement peut toucher le monde privé et puis, Dans 2 slides. Dans 2 slides, je réponds à votre question. D'accord. Parce que, voilà, l'idée, ça c'était en 2014, j'avais une référence pour 94 où il y avait encore 50 définitions sur le burn-out. Là, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, mais c'est celle que j'ai trouvée sur le scientifique, hein, donc il y a un papier scientifique qui a été admis par le comité, en général le journal appuyé de psychologie qui vous dit par cette définition, en tout cas elle est reconnue en partie dans le monde scientifique, dans le monde scientifique, hein, pas psychiatrique, nuance. Vous avez encore, si on prend ces 12 définitions, vous avez 50 symptômes psychiques et physiques différents. C'est impossible d'établir un diagnostic parce que pour l'instant il y a trop de symptômes du burn-out. La dépression, hein, pour qualifier une dépression, vous avez, j'ai dit une bêtise, 4 symptômes généraux, il faut en avoir genre 5 sur les... Vous avez 7 symptômes généraux, et il faut avoir 5 des 7 pour être qualifié de dépressif. Je crois que c'est ça, en tout cas il y en a 7 en général. Si quelqu'un, j'ai plus le truc en tête, je suis désolé, c'est le stress, on va dire. Vous voyez, vous en avez 7 en général, il faut en avoir un certain nombre sur les 7. Là, vous en avez 50. En gros, tout et n'importe quoi. Ça, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de diagnostic psychiatrique. Et surtout, en fait, je vais répondre à cette question maintenant. Le burn-out, ça reste un champ de bataille sur qu'est-ce que c'est. Vous avez quelqu'un qui vous dit que burn-out et dépression, c'est pas la même chose. Même si on trouve énormément de traits dépressifs dans le burn-out. Vous avez encore, ça c'est surtout les Israéliens, qui disent justement, parce qu'actuellement le burn-out, ça vient du travail, qui vous dit, ah ouais, mais non, peut-être qu'il n'y a pas que le travail qui peut générer un burn-out. Vous êtes femme ou homme au foyer, vous avez 6 gamins à vous occuper, ou 4, ou même 2, ça peut être difficile, surtout s'ils ont l'un des gamins a un problème psychique. Vous avez une maison à tenir, vous investissez pour ramener les enfants à l'école, pour les rapporter, que la maison soit joliment tenue, pour faire proprement la cuisine, pour que quand votre conjoint rentre, ce soit bien fait, il a plaît à manger, et le gars ou la personne vous dit jamais un merci, vous fait jamais un compliment parce que c'est normal. C'est pas bon de se sacrifier comme ça sans rien. On a dit, oui, en fait, non, le burn-out n'existe pas vraiment, c'est une dépression plus professionnelle, ou encore, c'est une forme particulière de la dépression. Vous voyez, c'est en 2009. Le diagnostic de burn-out dans les années 1981, comme il a été identifié à l'origine, s'appliquait à 3 corps de profession. Hein. Les relations d'aide, donc médecins, infirmiers, psychiatres, l'enseignement et je ne sais plus quelle était la 3e profession. C'est à partir de 1990 qu'on a commencé à dire il n'y a peut-être pas que ces 3 professions-là qui sont touchées. Mais Christine Mazza, qui est celle qui a le plus apporté sur le burn-out, je parlerai d'elle après, elle l'attribue à 3 professions seulement au départ. Le problème qu'on a en fait, c'est, vous voyez ici, c'est une étude qui a été faite sur des personnes qu'on qualifiait d'avoir un burn-out avec la présence d'une dépression. Si le burn-out était léger, 7% de dépression seulement. Si le burn-out était moyen, 20% de dépression. Si le burn-out est sévère, 52% de dépression. En gros, si le burn-out est sévère, il y a une chance sur 2 que ce n'est pas un burn-out mais une dépression. Le seul moyen qu'on avait dans la clinique de faire la différence à ce niveau-là, c'était dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans l'histoire du patient, qu'est-ce qui l'a amené à venir chez lui. Est-ce que c'est du coup après on se dit, ah non, ça c'est plutôt une dépression, ou ça c'est plutôt un burn-out. Et vous avez un problème pour l'intervention aussi, parce que si le type il vient avec un burn-out, et je ne sais pas si c'est un burn-out ou une dépression, et que je traite le burn-out alors qu'en fait c'est une dépression, ça ne va pas aider beaucoup. Et si je fais l'inverse, si en fait il est dépression, mais que je traite ça comme un burn-out, ça va être compliqué. L'avantage, c'est qu'il y en a moitié du cas, il y a burn-out et dépression en même temps, donc je peux essayer. Et plus l'un va aller mieux, plus l'autre va ressurgir, et je m'attaquerai à l'autre. La définition que je vais retenir pour suivre le fil de la conférence va être celle de Freudenberger en 1974. C'est un état d'épuisement corporel, émotionnel et psychique qui trouve son origine dans le travail et qui est consécutif à un stress psychologique et émotionnel prolongé. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas être d'accord. Je vous rappelle, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore 11 autres définitions pour lesquelles vous pouvez piquer votre idée. Mais celle-là, j'aime bien parce que ça montre qu'il y a un stress prolongé qui s'est mis en place.
Ça montre qu'au niveau de votre énergie, il n'y a plus rien. Au niveau de vos émotions, il n'y a plus rien. Et au niveau de votre concentration, il n'y a plus rien. C'est ça que je la trouve assez pratique. Elle parle assez bien en patience. Ce qui va se passer, le burn-out, il y a des phases. C'est pas tout de suite je suis grillé, je suis mort. Non. Il y a une première phase, c'est l'augmentation de la satisfaction au travail. C'est la dernière énergie. Je sens que je vais griller, mais non. Je vais encore donner un coup de rein, je vais encore m'investir à fond, le défi sera surmonté, et après je m'en perds. Mais non, effectivement, je surmonte le défi, puis il y en a un autre. Ça va continuer. Mais ça peut être assez pertinent parce que souvent, ce sont des gens aussi qui sont très volontaires. Je vous parlais d'Elodie, qui n'existe pas, hein. J'ai tiré un nom au hasard entre 3 noms de personnes sur l'outil. Elodie, on va dire que c'est l'une de mes collègues, et Elodie, nous on l'aime bien, pour la simple et bonne raison que quand il y a un meeting et qu'il y a du travail à faire, elle est toujours volontaire pour prendre du travail. Du coup, on l'aime bien. Et Elodie, en plus, elle est très contente parce que ça lui donne une bonne valeur, parce qu'on sait qu'on peut compter sur elle, on va lui demander des travaux, on va lui donner des travaux plus importants, et si on a besoin d'aide, on va lui demander parce que Elodie sera dans la tête. Parce que Elodie, elle est prête à rester jusqu'à 8 h du soir au travail pour trouver la réponse à la question qu'on a donnée. On aime bien Elodie. Après, on se pose un peu des questions parce que quand elle dit, ok, elle bosse beaucoup, ça lui donne aussi un poste plus important parce qu'elle fournit énormément de travail. C'est souvent aussi pourquoi c'est chez les cadres qu'on a commencé à observer le phénomène de burn-out, hein, parce que pour avoir la position de cadre, en général, il doit s'investir plus. Oui, Elodie, qui reste jusqu'à 20 h pour faire son travail, elle le prend où ce temps? Elle le prend sur quoi? Vous êtes Elodie. Voilà. Souvent, les loisirs, le temps avec les amis. Vous voyez, le temps de sommeil, par exemple, je peux le prendre aussi. Hein. Le temps de trajet, vous avez des personnes qui dorment sur lieu de travail, ce qui est interdit, dorénavant, c'est les faits, ça c'est pas mal. Donc voilà, je le prends. Vous voyez, dans la vie, vous avez des obligations. Hein. Payer les factures, chercher votre enfant à la crèche. Là, on s'y attaque en dernier. Hein. Payer les loyers, ainsi de suite, ça on le fait. Par contre, les loisirs, le temps libre, les amis. Donc voilà, je m'investis plus. Je diminue les loisirs. Du coup, c'est con parce que tous mes facteurs de modération de stress, je les blast. Hein. Je ne me prends pas le temps de manger. Donc, ce serait ammoniaque, je vais un peu. Du coup, il y a des symptômes qui apparaissent. Quand les premiers symptômes apparaissent, vous faites quoi? L'humain normal se dit, c'est une grippe, c'est pas grave, vous faites rien. Quand les deuxièmes symptômes apparaissent pour la deuxième fois, qu'est-ce que vous faites? Rien, c'est une sale période, on passe. La troisième fois, là, vous dites j'ai un problème. Mais en général, le problème est bien présent, c'est quasiment trop tard. Vous allez consulter le médecin, et c'est là qu'il va dire oulala, c'est bon, il faut vraiment lever le pied. Il faut arrêter, prendre des vacances. Or, si vous n'avez pas réussi à prendre des vacances jusqu'à maintenant, vous ne les prendrez pas chez le médecin. Vous allez avoir plusieurs points aussi qui vont se mettre en place. Alors ça, c'est pas vraiment des symptômes. Hein. Mais en général, le travail, c'est c'est quelque chose qui vous permet de vous réaliser. Ça, le travail, moi, j'aime bien, j'ai avec énergie, c'est sympa. Au bout d'un moment, vous allez passer sur l'épuisement. J'ai plus d'énergie au travail. Je suis vidé. Oui? Je suis étonné que vous ne parliez pas de troubles du sommeil, parce que je dirais, disons, entre 2 et 3, quelque part, début de troubles du sommeil, puis après ça fait que s'approfondir. C'est pas un élément prépondérant pour le... Si. Je vais y venir. J'aborde moins, en fait, actuellement, les symptômes. On va les aborder après. Simplement pour vous parler un peu des phases qui est en premier. Mais c'est vrai que... ça va si j'aborde en 4-5 slides. L'idée, c'est qu'ici... non, mais l'intérêt, c'est que ça vous parle aussi. Mais pour moi, c'est un bon feedback parce que, vous voyez, l'idée, c'est toujours qu'on ait des présentations qui sont accessibles. Et peut-être que j'aurais dû commencer par les symptômes du burn-out. Ça peut être le but ici. Surtout que je parle de symptômes chroniques, donc on a un problème. Hein. Mais celui qui va venir, effectivement, c'est avec le manque d'énergie, l'épuisement, hein, qui peut être dû à des troubles du sommeil, à des problèmes de concentration, et ainsi de suite. Et celui-là, il est embêtant parce que quand vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie. C'est votre chef, il vient et vous dit « Ah, il y a un problème, il faut le régler ». Vous, vous êtes peut-être « Ah, mais vous ne parlez pas, j'en peux plus. » Voilà. Mais c'est pas grave, vous le faites. Après, vous rentrez à la maison. Et puis là, vous avez votre conjoint qui vous dit « Ah, chérie, il faut que je te parle, il y a des problèmes avec le gamin de l'école. » « Oh non, mais c'est pas vrai. » L'épuisement est plus là, vous vous sentez fatigué. Il y a un deuxième qui va venir. En général, si vous aimez bien votre travail, vous êtes impliqué. Le travail me fait plaisir, je m'investis pour avancer dans ma carrière, parce que je fais quelque chose de bien, c'est génial. C'est bien si vous avez plaisir à aller au travail. C'est une chose qui est bien. Et j'espère que vous l'avez. Pas tous les jours. Si vous avez plaisir tous les jours au travail, il y a mon numéro appelé après moi, parce que là, il y a un problème.
Mais l'idée, c'est qu'à un moment, non mais c'est sérieux, cette implication va diminuer. Ça, bon, excusez-moi pour les gros, ça m'emmerde. J'ai plus envie. Les gens font exprès de m'amener des problèmes. L'ordinateur fait exprès de ne pas marcher. Ces petits vieux dont je dois m'occuper, ils m'en mettent un. Je vais vous parler du cynisme après, qu'est-ce que c'est? Ça se voit beaucoup en clinique et ça c'est assez grave. C'est plus monsieur Pichon qui a un trouble de dépressif, c'est le patron de la 24 qui fait son cirque. C'est le patron, pardon, c'est le patient de la 24 qui fait son cirque. Là, on est beaucoup plus cynique, on va tout en noir et ça c'est pas chouette. Il y a aussi le problème, je vais moins bien, je suis inefficace. J'arrive plus à faire mon job. Et dans certains cas, c'est j'arrive pas à mettre mon CD dans le lecteur. Hein. Puis les gens sont là en train d'appuyer 15 fois sur le CD. 40 fois, c'est le pire que j'ai eu. Pas moi, un patient. Mais oui, ça c'est le problème qui m'arrive. Puis ces symptômes-là, qui vont se chroniser, ça va vous amener à la crise qui va suivre l'effondrement. À un moment, il y aura une rupture, je vais des plombs, j'en peux plus. J'essaye une dernière fois, ça marche pas, je m'effondre. Et l'effondrement peut être spectaculaire. Alors bon, là c'est un peu le côté sensationnel parce que je travaille à la clinique de la Métairie. Et pour que les gens viennent à la clinique de la Métairie, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se faire hospitaliser 4 semaines de suite, sachant qu'il faut justifier ça à l'extérieur et ainsi de suite, c'est des cas qui sont lourds. Parmi les plus fondamentaux qu'on a, c'est une personne qui a fait une crise de septicémie devant son ordinateur. En gros, il y a eu une infection du sang parce qu'elle passait tellement de temps devant son ordinateur qu'elle ne faisait plus que manger chinois ou de la junk food, à tel point que son sang s'est infecté. Un mélange coca, chose. Donc, elle est venue chez nous. Et l'autre, c'est justement quelqu'un qui bossait depuis 15 ans au même endroit, il s'est perdu en rentrant chez lui. C'est-à-dire que c'était lui qui était en train de mettre 40 fois son CD dans la fente. Son chef lui a dit, tu vas pas bien, rentre chez toi. Oui, chef, il prend sa voiture, il fait une quarantaine de kilomètres, il appelle sa femme, chérie, je suis perdu. Voilà. Perdu en ville, hein. C'est perdu à Lausanne. Donc, vous voyez, si vous ne savez plus rentrer de Lausanne à chez vous, alors vous habitez dans la région, c'est un bon moment. Voilà, c'est l'effondrement. L'idée, c'est ça. Là, c'est une autre manière. Hein, c'est un peu les phases, le processus, c'est la même chose. Vous avez le stress qui commence à venir. Il y a un stress répété. Il y a un épuisement émotionnel, vous vous blindez. Si vous voulez, le burn-out, c'est un peu un piège parce que les premières réponses que vous donnez, ce sont des réponses logiques. Je suis dans un travail, ben voilà, psychologue. Je travaille avec la souffrance humaine, je ne peux pas pleurer avec mon patient. Honnêtement, si vous bossez psy, ne pleurez pas avec mon patient, c'est pas professionnel. Du coup, il faut que je me blinde de la souffrance humaine, j'essaie de prendre un peu de distance. C'est très sûr. Vous êtes employé au front office, vous avez des clients qui viennent, certains ne sont pas contents, vous vont dessus, ils vous trouvent nul, incapable, machin. Si vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas dire mais arrêtez de m'insulter, espèce d'idiot. Non, ah oui, je comprends, c'est qui, on va faire une solution, ils nous engueulent, c'est pas facile. Il y a des disputes avec les collègues. Donc, une réponse pertinente, c'est je me blinde, je me laisse moins toucher par les émotions négatives qui suscitent. Si c'est ponctuel, c'est bien. Mais le problème, si vous blindez tous les jours, c'est que vous n'allez pas juste vous blinder avec les émotions négatives, vous allez vous blinder avec les émotions positives aussi, la joie, le bonheur ou autre. Et là, vous avez un problème parce que les sensations agréables, vous en aurez plus. Donc, je me blinde. Voilà. Et la phénomène suivante qui va venir, c'est la dépersonnalisation. Je me suis blindé. Je commence à encaisser des trucs. Ben, du coup, je m'implique moins. Je suis moins dans mon travail. Hein. Vous voyez, on venait juste avant, ici, en implication. Je prends de la distance, je me laisse moins affecter. Et c'est là où je commence à traiter les objets comme des gens et les gens comme des objets. Hein. Je commence à créer sur mon interlocuteur dessus. Et puis les gens, ben, ces patients que je dois m'accomplir, c'est plus justement M. Pichet, c'est un numéro. C'est souvent ce que doit faire, ça c'est une manière aussi de se blinder, hein, que les médecins ont quand ils doivent annoncer une mauvaise nouvelle, parce que ça fait plaisir à aucun médecin de dire que, ben voilà, je suis désolé, vous avez perdu votre enfant. Très difficile. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et s'ils doivent refaire, ils vont commencer à se dépersonnaliser. Et c'est là où on entend souvent aussi dans les traitements. Dépersonnalisation, on entend ça dans le sens cynisme. Je vais devenir cynique, je vais prendre la distance avec les gens, je vais un peu les maltraiter. Ça peut aller jusqu'à de la maltraitance. La souffrance des autres ne me dérange plus. Oh, tu souffres, mais arrête, fais-moi pas chier avec ça. C'est nul ce que tu as pas rapport. On n'arrive plus à se mettre à leur place. C'est là où on entre dans des phénomènes de maltraitance. Ça ne les explique pas tous. Mais souvent, quand vous avez le personnel de MS maltraite des personnes âgées aussi, ben, c'est souvent ainsi que peut-être que ces gens sont épuisés en fait. Et ils ne s'amusent pas à humilier ces personnes âgées parce que ce sont des pervers, mais parce qu'ils sont vides, que ça leur fait absolument plus rien. Hein. Ils sont simplement plus impliqués, cyniques. Troisième fait, je me suis blindé. Je me suis moins impliqué. Hein, du coup, je me dis, ok, je vais mettre des objectifs moins hauts. Ça, c'est un truc fondamental, c'est-à-dire que finalement, je réduis mes ambitions. Ce que je voulais atteindre,
j'arrive plus à l'atteindre, je le sais, ça s'affiche en vert. Vous vouliez tellement d'avoir ce poste pour lequel vous êtes battu, alors finalement vous laissez tomber. Ou peut-être pas vous laissez tomber, mais vous savez que vous n'avez plus, alors du coup c'est la crise, et ce fait de, ça va vous démotiver. J'ai pas réussi, j'ai échoué, j'ai pas été assez fort. Ça, ce sont des choses qui vont peser. Et vous voyez les conséquences qu'on a ça, déjà, l'état de stress permanent, ça vous empêche de vous relaxer. Vous êtes tout le temps tendu avec toutes les implications que ça peut avoir pour votre corps, des douleurs, ainsi de suite. Les problèmes d'endormissement, justement, dont vous parlez avant. Le sommeil est perturbé. Évidemment, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous réveillez au plein milieu de la nuit, si vous réveillez le matin, le soir, que quand vous réveillez, vous ruminez, vous réveillez peut-être complètement en sueur, ainsi de suite, évidemment, pour récupérer, ça n'aide pas. Il y a des problèmes de digestion. Vous voyez, on retrouve beaucoup des problèmes qu'on a dans le stress, mais cette fois-ci qui sont permanents. J'ai vraiment des problèmes de ventre, ainsi de suite. Les problèmes cardio, les tics nerveux qu'on peut avoir. Un tic nerveux, enfin c'est pas sympa, mais souvent ce qu'on voit dans les tics nerveux, ce sont des gens qui vous disent qu'ils n'arrêtent pas de cligner les yeux alors qu'ils clignent plus. Je sais pas, c'est un truc, pardon, c'est un truc, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais des réactions émotionnelles plus fortes, c'est justement la tristesse, la dépression qui devient très présente. Je pleure tout le temps, je suis tout le temps en colère, qui va s'éteindre par la suite. En général, les gens abandonnent, après ils sont complètement épuisés. Et la liste est longue parce que vous avez plus de 50 symptômes. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on trouve énormément de manières du burn-out du stress. Mais c'est que ça, à un moment donné, je vais me retrouver grillé, j'ai plus d'énergie et j'arrive tout simplement. Ça, c'est ce que je vous ai dit, l'épuisement émotionnel, le manque d'énergie, la perte d'entrain, pas de motivation. C'est les trois caractéristiques qu'on a. C'est celles qu'on évalue. D'ailleurs, quand on fait l'évaluation du burn-out sur quelqu'un pour connaître sa sévérité. La dépersonnalisation, le cynisme, c'est ce comportement de rejet, de stigmatisation, de maltraitance envers l'autre. L'autre ne m'intéresse plus, je ne veux plus savoir ce qu'il arrive, qu'il prenne sa pilule et qu'il fasse de l'emmerder, tout simplement. Et le troisième, c'est la diminution de l'accomplissement personnel, la démotivation, ici. J'arrive plus, je suis nul, je suis incapable, les autres arrivent pas. Oui. Par rapport justement aux symptômes, donc il y en a une cinquantaine, ça couvre du coup un champ énorme. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un temps d'une observation? Parce que on peut se retrouver, je ne sais pas si on prend une année, il peut y avoir un coup dur au travail, et puis en fait on a des problèmes de sommeil, de digestion, mais après ça va à nouveau mieux. Oui, il y a des phases, parce que le piège en fait du burn-out, c'est que votre corps il a énormément de ressources. Le corps humain est fantastique, c'est une machine super résiliente, c'est comme notre cerveau, c'est assez génial comme truc. Le problème, c'est que ça vous piège aussi dans ses fonctionnements. C'est-à-dire que les gens passent, il y a des gens qui, la plupart des gens qui sont venus chez nous, ils ont eu déjà ces phases justement. Ils ont déjà eu son problème, ils sont déjà allés consulter une fois un médecin, mais ils sont retournés, encore au fond, au même endroit, sans avoir mis en place des stratégies pour faire face au problème. Et ça, du coup, c'est dur. Parce que si quelque part ça va mal, que vous devez arrêter un moment, si vous y retournez, il faut qu'il y ait quelque chose à changer. Ou là-bas, ou chez vous. On verra ça un peu par là-dessus. Mais souvent, il faut comprendre qu'il y a certaines caractéristiques psychologiques dont je vous parlerai, qui sont des facteurs de risque par le burn-out, parce qu'en général, ceux qui font des burn-out, et c'est là un gros problème, c'est les meilleurs. C'est les gens qui s'investissent, qui sont prêts à se battre, qui vont relever des défis, qui sont volontaires, qui veulent impressionner, qui veulent montrer, et ça les piège, parce qu'ils se tuent littéralement en attache. J'allais vous dire, une grosse bêtise, j'allais vous dire qu'à la vétérine, on n'avait que des cadres pour montrer ça, mais en fait je me dis, en fait à la vétérine, on n'avait que des cadres parce que c'est les seuls qui avaient les moyens de se permettre de venir chez nous. Mais du coup, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que ce que je suis en train de vous livrer aussi, c'est pas juste ma perception propre, c'est pas juste mes 7 années d'expérience en burn-out, c'est celle des maîtres, des professeurs que j'ai eus, mais tous mes maîtres, tous mes professeurs ont eu une approche cognitive comportementale. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si maintenant vous êtes confronté à un systémicien, si vous êtes confronté, c'est ce que je voulais dire au début, mais j'ai dit, si vous êtes confronté à un psychanalyste, c'est vrai qu'il y aura peut-être des versions différentes. Et c'est pour ça que c'est important de dire, le burn-out c'est un champ de bataille parce qu'on a 12 définitions. Il y a les TCC qui vont donner des définitions, il y a les systémiciens, il y a les psychanalystes, il y a tout le monde qui va de sa sauce, il y a les psychologues du travail, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit plein de symptômes différents parce qu'en fonction de notre domaine de compétences, en fonction de l'orientation thérapeutique qu'on a, on va se centrer sur des symptômes différents aussi. C'est pour ça que j'aimais bien cette notion dont tu m'as dit au début que l'idée, c'est d'élargir un point de vue. Ici, je vous propose une version, et je ne peux pas dire que la version de l'autre est fausse, parce qu'on n'a pas encore pu établir clairement le burn-out, comment ça fonctionne. Là, ce sont des processus généraux. Ici, je vais vous parler de Lydie, qui est l'un de mes professeurs, justement. C'est les 6 symptômes qu'il a répertoriés. C'est quelqu'un qui travaille justement aux hôpitaux universitaires à Genève, notamment dans l'unité qui traite la dépression et autres. Moi, je me sers de ces symptômes-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais oui, c'est les 6 principaux.
Irritabilité, vous voyez, tout d'un coup, hein, on change un peu les 3 caractéristiques qu'on avait. Irritabilité en méfiance environ. Absence d'idées nouvelles pendant plus de 6 mois. Là, on a cette période de temps qui vient. J'ai plus d'idées, j'arrive pas à faire ce changement. Manque d'énergie physique ou émotionnelle, j'arrive pas, ça m'emmerde, de toute façon, ça me fait rien. Ah, mais ton gamin, c'est ennuyant, là. Voilà. Sentiment d'isolement, personne ne comprend, les gens ne savent pas de quoi je parle. C'est pour ça qu'en général, comme tout d'un coup, il y a des articles qui viennent dans le journal sur burn-out, un, ça plaît aux gens parce qu'un, ils se sentent entendus, et deux, je vous en parlerai après, faire un burn-out, ça veut quand même dire que vous êtes super fatigué au travail. Il y a des boîtes que vous n'entrez pas si vous n'avez pas fait de burn-out, hein, parce qu'il n'y a que les gars qui se voilà. L'envie aussi de s'échapper à sa situation professionnelle, je veux partir, je veux que ça change, mais vous n'émettez rien pour le faire en place, vous n'êtes pas prêt à le faire, avec, très important, tendance à se justifier pour un excès d'activité. Très souvent, on retrouve ça, c'est qu'avant de craquer, les gens, tout d'un coup, au lieu de courir une fois par jour, une fois par semaine, leurs 10 km, tous les jours, ils vont courir 20 km. Pour s'oublier, pour se perdre, parce que dans l'effort physique, ils vont être tellement raides qu'ils vont plus penser à des trucs. Vous pouvez vous amuser à ça. Si vous marchez, vous pouvez faire des calculs mathématiques très simplement. Ensuite, vous allez dans une salle de sport, vous enclenchez un tapis de course, vous le mettez à 10, 11, 12, moi je sais pas ce que ça veut dire, ça va vous faire courir. Je veux dire que plus vous allez augmenter la vitesse, même les calculs mathématiques de 6 x 3, ça sera difficile à faire, tellement vous serez concentré à maintenir votre équilibre quand vous courez. Donc ça, c'est un truc assez marrant. Mais là, du coup, les gens se perdent dans une activité pour oublier le reste. Puis le problème, c'est que quand je me perds et je m'implique excessivement dans une activité pour oublier le reste, ben, je ne travaille pas sur les problèmes, je les évite. Ça me donne beaucoup de façon. Et là, justement, on va parler des facteurs de risque. Je suis clairement entendu pas. Il y a ce qu'on appelle les moteurs. Les moteurs, ça c'est la peut-être plus psychodynamicien justement, c'est les petits trucs qu'on se dit de temps en temps. Allez, sois parfait, il faut faire du bon boulot. Là j'ai une conférence, il faut que ça aille bien. J'ai un travail important à rendre, allez, il faut que je sois bon. Fais un effort. Voilà, ça c'est le suivant. Fais un effort, implique-toi. C'est difficile, mais allez, encore ce petit effort, ensuite c'est bon. Dépêche-toi. Il faut non seulement rendre les choses bien, il faut les rendre vite. Plus je les rends vite, mieux ça sera perçu. Fais encore plaisir à l'autre. J'ai une collègue, c'est pas Elodie, c'est pas si c'est l'autre, Elodie n'existe pas. C'est incroyable, mais on lui a fait une remarque à ce sujet parce qu'on a un agenda qui était plein. Vraiment, hein, de l'agenda sur les semaines, sur les assessments, des expertises fondations, c'est complètement plein. Et là, elle accepte encore